Merci Xavier, bonsoir à tous. Effectivement, cette conférence s'appelle Ampère, un chimiste inattendu, et il va être question donc de la participation à la chimie et à l'histoire de la chimie d'Ampère. Faut-il le considérer comme un chimiste ou alors est-ce que ce fut pour lui plutôt une activité anecdotique? Alors si justement on interrogeait le grand public, voire les professeurs de physique-chimie sur la carrière d'Ampère et s'ils devaient le caractériser par l'une de ses activités, eh bien, il y a de grandes chances qu'il le considère comme un physicien, puisque les travaux les plus connus et les plus remarquables d'Ampère sont ceux qu'il a réalisés après 1820, après qu'à l'Académie des sciences, on lui ait présenté la célèbre expérience d'Ørsted qui va lui permettre de fonder ce qu'on appelle les bases donc, de l'électrodynamique. Et donc, Ampère, à ce moment-là, va devenir un physicien, voire un physicien de l'univers. Alors, c'est mal connaître le personnage et celui-ci a d'ailleurs l'art de brouiller les cartes, puisque si on regarde du côté de sa formation professionnelle et de ses activités, eh bien, Ampère, à partir de 1804, est professeur de mathématiques. Il va donc entrer à l'école polytechnique, d'abord comme répétiteur, et ensuite il va donc être professeur d'analyse, puis de mécanique à l'école polytechnique, et il va d'ailleurs publier quelques mémoires dans le domaine, ce qui va lui permettre de pouvoir rentrer à l'Académie des sciences, et bien évidemment, il va rentrer dans la section associée aux mathématiques. Il a d'autres professions d'ailleurs, puisqu'à partir de 1806, il va devenir membre du bureau de consultation des arts et manufactures, qui est rattaché au ministère de l'Intérieur et qui a pour vocation d'aider à la promotion donc, de l'industrie nationale. Et il est également inspecteur général de l'université ou inspecteur des études, à lui d'aller en province et d'auditionner les professeurs et les élèves afin de pouvoir faire des rapports sur les activités, soit scientifiques, soit littéraires, puisqu'il va inspecter dans différents domaines de ce qui se fait donc, dans les lycées impériaux et puis après donc, dans les collèges royaux. Alors, à partir de 1824, il a quand même une activité en rapport avec notre activité première qu'on lui a désignée de physicien, puisqu'il devient professeur de physique expérimentale au Collège de France. Il va pouvoir ainsi enseigner la physique et en particulier les théories qu'il aura développées à partir de 1820 sur ce qui concerne l'électrodynamique. Donc tout ceci semble assez cohérent, surtout vu du XXIe siècle. Un physicien, un mathématicien, tout ceci semble assez évident. Alors en fait, pas seulement ou pas du tout, j'ai envie de dire, puisque Ampère n'est pas qu'un physicien et qu'un mathématicien. C'est un encyclopédiste, c'est quelqu'un qui s'intéresse à tous les domaines, à toutes les sciences et à toutes les connaissances. Il va s'intéresser à la botanique, il va d'ailleurs essayer d'écrire un ou deux articles dans le domaine. Il écrit une histoire de la création du monde, qui va être publiée donc, dans une revue d'histoire naturelle. Et puis, il est passionné de psychologie, de métaphysique et de philosophie. Donc ça, c'est quelque chose qui va l'intéresser grandement, pareil, dès 1804 et qu'il va étudier jusque dans les dernières années de sa vie. C'est une passion chez Ampère. Et puis, il adore également les mots. Il adore la littérature, il adore l'écriture. Il écrit des poèmes. Il écrit des poèmes en prose, il écrit des poèmes en vers. Il écrit des chansons. Il aidera également son fils à composer des pièces de théâtre. Et donc, on peut le voir ici sur cette feuille de brouillon qui se trouve donc dans les archives d'Ampère que l'on trouve sur l'excellent site amperecnrs.fr. On voit ce mélange qui est permanent en fait des idées et des centres d'intérêt chez Ampère, puisqu'en haut, on a un poème, au milieu, on a des fractions d'équations mathématiques et en bas, on a des partitions de musique qui montrent qu'effectivement, Ampère s'intéresse à tout et en permanence. Alors du coup, y a-t-il une place pour la chimie dans le travail d'Ampère, puisqu'on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui l'intéressent. Eh bien, si on fait un panorama de la carrière d'Ampère et de ses activités en chimie, ça commence relativement tôt. Avant de devenir professeur à l'école polytechnique, Ampère est tout d'abord professeur particulier de mathématiques puis de physique-chimie, donc à Lyon. Et ensuite, il va être recruté à l'école centrale de Bourg-en-Bresse, où il va rester à peu près 1 an et demi, où il va dérouler donc, un programme en 2 étapes. La première partie de l'année est associée donc, à un enseignement de physique et la deuxième partie est associée à un enseignement de chimie. Alors, c'est là que commencent les fameuses maladresses d'Ampère, puisque au cours d'une de ses présentations en chimie, où justement le membre de l'Académie des sciences, Lalande, vient le visiter, se passe ce qu'on attend généralement donc, de la maladresse d'Ampère, c'est-à-dire qu'il va y avoir une expérience qui va rater, un tube qui est rempli d'acide chlorhydrique va lui échapper, le bouchon va sauter, il va avoir une projection donc, au visage,
Il raconte ça dans sa correspondance. Il va falloir donc rapidement neutraliser cet acide. Donc à l'époque, on n'utilise pas de l'eau pour diluer les acides, on met une base sur l'acide pour le neutraliser. Donc on va l'asperger d'ammoniac et il raconte qu'effectivement, cela lui a soutiré une des plus vives douleurs qu'il ait jamais rencontrées. Donc à la fin de l'année 1803, il est très content de postuler à un poste de professeur de mathématiques au lycée impérial de Lyon et de quitter définitivement, enfin le croit-il, la chimie. Parce que, comme on va pouvoir s'en rendre compte, la chimie va se réinviter dans la vie d'Ampère. Alors surtout à partir de 1809, puisque Humphrey Davy, qui va faire de renversantes découvertes, notamment grâce à l'électrolyse en Angleterre, et qui va découvrir le chlore, va passionner à nouveau Ampère pour la chimie. Ce qu'il est intéressant de voir dans cette frise, c'est qu'à 2 endroits donnés de sa carrière, d'ailleurs, Ampère hésite à véritablement sauter le pas et à devenir chimiste industriel. Alors peut-être est-il inspiré par l'exemple de Chaptal, puisque que ce soit en 1804 ou en 1814, à un moment donné, il pense pouvoir ouvrir une manufacture. Bien évidemment, ça va rester des projets et puis ceux-ci vont tomber à l'eau. Et on voit que la partie la plus importante donc, des travaux d'Ampère va se situer entre 1810 et 1815, où il va produire ses productions majeures. Et à partir de 1817, il va avoir de plus en plus de mal à pouvoir étudier cette chimie qui le passionne parce qu'on approche de cette date où il va découvrir les expériences d'Oersted qui vont le lancer dans une nouvelle aventure. Alors, la chimie d'Ampère, à quoi ressemble-t-elle? Quelles furent les contributions d'Ampère dans ce monde de la chimie? Eh bien, il fait tout d'abord partie des rares chimistes français à reconnaître le chlore comme étant un élément chimique. Alors, ce qui n'est déjà pas une mince affaire, puisque c'est Humphrey Davy qui a fait cette découverte en Angleterre, une découverte qui fut immédiatement controversée, puisque ce gaz possédait des propriétés acides. Alors, on est encore à l'époque où c'est la chimie de Lavoisier qui est la chimie qui a réussi à s'imposer. Donc, imaginez qu'un élément puisse être capable d'avoir des propriétés acides sans oxygène est totalement impensable. Ça va donc effectivement être un des premiers combats ou des premiers soutiens d'Ampère sur cette découverte, et cela ne va pas effectivement lui attirer que des éloges. C'est quelqu'un de très cultivé et qui connaît un grand nombre de manipulations et d'expériences, et donc c'est à la suite de cette découverte du chlore par Humphrey Davy qu'il va entrer en contact avec lui au cours d'une importante et abondante correspondance, principalement entre 1810 et 1813, et qu'il va mettre donc Davy sur la piste d'expérience qui devrait lui permettre d'identifier l'acide fluorhydrique et à l'intérieur de celui-ci, un nouvel élément dont il lui suggère le nom qui s'appellerait le fluor. Et puis un peu plus tard, avec la découverte de l'iode, Ampère va avoir une autre idée qu'il va soumettre également à Humphrey Davy, c'est que l'iode devrait se comporter comme le fluor et comme le chlore, et qu'il y aurait maintenant non plus un oxygène, mais comme il l'écrit, 4 oxygènes, c'est-à-dire 4 comburants, 4 composés dans lesquels on pourrait faire des réactions de combustion, l'oxygène, le fluor, le chlore et l'iode. Tout ceci est assez remarquable et d'ailleurs, cela va lui valoir une certaine reconnaissance à cette époque, puisque, comme le dit Claude-Louis Berthollet donc, dans les mémoires de la Société d'Arcueil, il reconnaît qu'en France, Gay-Lussac, Ampère et Dulong ont été les premiers à soutenir finalement cette hypothèse du chlore sans oxygène. Alors Berthollet, bien évidemment, c'est le premier chimiste à s'être rallié à la chimie de Lavoisier en 1785, donc c'est un chimiste d'importance en France, très influent, avec Guiton de Morveau, avec Fourcroy, avec Chaptal. Et donc, avoir la reconnaissance de Berthollet montre l'importance qu'avait finalement Ampère dans le monde de la chimie au début du 19e siècle. Alors, pourquoi est-ce que ces découvertes sont assez renversantes? Parce que Ampère va pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire que si l'on estime qu'il n'y a plus un oxygène, mais 4 oxygènes, comme il le dit, ça veut dire que ça remet en question la manière dont on conçoit, on perçoit la théorie de la combustion, et du coup, comment on conçoit et on perçoit ce qu'est l'oxydation. Donc, on est là aussi sur quelque chose qui est assez critique à cette époque, puisque, on l'a dit, la chimie de Lavoisier ça vient de s'imposer. Lavoisier a mis une vingtaine d'années pour réussir à construire sa chimie, qui est principalement et fondamentalement basée sur l'oxygène, si on résume rapidement. Les nouvelles découvertes et les nouvelles expériences semblent montrer qu'il y a là aussi des erreurs dans cette conception et que celle-ci va donc être à revoir. Alors, il y a quelque chose d'encore plus fondamental derrière, c'est-à-dire que si on enlève le rôle principal de l'oxygène, on peut repenser, rediscuter carrément la théorie de l'acidité. Et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que ces discussions qui vont avoir lieu entre Londres et Paris à cette époque, entre les chimistes qui vont être du côté de Davy et les chimistes qui vont être du côté de Berthollet, qui va être le défenseur de la chimie lavoisienne, où on va retrouver Thénard et Gay-Lussac notamment, vont permettre de redéfinir le concept d'acidité. Donc ça va aller relativement loin. Donc en 1815,
Gay-Lussac va commencer à redéfinir en fait l'acidité en expliquant qu'il n'y a plus qu'une seule classe de composés acides, mais deux, les oxacides, qui sont acides par la présence donc, de l'élément oxygène, et puis les hydracides, qui eux vont être acides par l'existence d'un autre élément. Alors, dans sa description, il va parler qu'effectivement, cette acidité vient de l'hydrogène associé soit avec le chlore, soit avec l'iode, soit avec d'autres espèces comme le fluor. Et puis, plus tard, bien évidemment, ce concept va continuer à se développer et on va arriver à la définition moderne que l'on connaît, c'est-à-dire qu'on va reconnaître que c'est bien l'hydrogène qui va avoir un caractère acide. Donc, on va arriver à ça à la fin du siècle avec Arrhenius, avant d'arriver à une définition qui est plus moderne, plus contemporaine, celle de Bronsted et Lowry, donc en 1923. Donc, encore une fois, Ampère s'intéresse ou s'attaque à des domaines qui sont relativement sensibles de l'histoire de la chimie. Alors, même chose, ça va lui valoir une certaine reconnaissance à cette époque, puisque Chevreul, qui va écrire une histoire de la chimie, va définir plusieurs époques pour définir ces évolutions successives et ces phases critiques. Et il explique que la dernière phase de cette évolution de la chimie, donc à son époque, représente bien la découverte du chlore par Davy, et il cite Ampère comme étant les deux fondateurs de cette étape. Donc, encore une fois, Ampère, à cette époque, est reconnu comme étant, alors, si ce n'est un chimiste de terrain, au moins un théoricien qui a des idées qui sont remarquables. Alors, cette culture, bien évidemment, relativement étendue d'Ampère, qui connaît un grand nombre de manipulations, lui vient de cette idée qu'il a depuis les années 1804-1805 de vouloir classer les connaissances. Ça, c'est quelque chose qui le passionne. On a parlé de sa passion pour la philosophie tout à l'heure. Et toutes les connaissances et toutes les sciences, et bien évidemment, dans celle-ci, va se trouver la chimie, et dans la chimie, bien évidemment, tenter d'arriver à classer les éléments. La classification de Lavoisier est assez connue, classification éditée principalement en 1789, dans laquelle Lavoisier, même chose, fait un classement qui est imparfait. On va retrouver le calorique et on va retrouver la lumière comme étant des espèces type éléments dans cette classification. On va retrouver cette classification organisée autour de l'oxygène. Donc, pour certains philosophes, cette classification ressemble à une classification dite mathématique. Ampère va avoir une approche dite plus naturelle, plus philosophique, inspirée des travaux de Francis Bacon, ce que disent certains philosophes. Alors, on va retrouver en fait une idée qu'il va y avoir des propriétés qui doivent se retrouver sur certaines espèces pour pouvoir être associées ensemble. Donc, les tentatives d'Ampère pour le faire, il va se baser sur la couleur, il va se baser sur les associations, sur les composés qui sont irisés, sur les composés qui sont transparents. Ces associations, ces choix de propriétés physiques ne vont pas être très heureux. Une cinquantaine d'années plus tard, lorsque Mendeleïev va faire sa propre classification, en fait, il va reprendre ces deux idées, d'associer finalement les éléments par rapport à l'oxygène dans ces différents classements, et puis de trouver des propriétés naturelles, des propriétés physiques qui vont être en mesure de pouvoir organiser les éléments. Alors, bien évidemment, Mendeleïev va avoir à son actif beaucoup plus d'éléments découverts. Il va avoir accès à la technologie des années 1870, qui en analyse est beaucoup plus élaborée que ce qu'on avait en 1816, forcément, puisqu'on n'a pas la technique spectrale à l'époque. Et donc, Mendeleïev va pouvoir réussir ce que Ampère ne va pas réussir à classer avec brio. Alors, encore une fois, cependant, voilà ce que nous dit Louis-Jacques Thénard dans son traité de chimie. Alors, Thénard, même chose, personne influente et importante de la chimie en France jusque dans les années 1840-1850, grande carrière donc, à l'école polytechnique, au Collège de France, et puis également, il va être membre du comité d'instruction publique. Voilà, il nous dit qu'effectivement, bien qu'Ampère ait échoué dans son entreprise, celle-ci n'en a pas été une fort utile pour justement cibler les recherches sur ce type de travaux en particulier. Donc, encore une fois, Ampère, malgré ses échecs, représente un chimiste qui compte au XIXe siècle. Alors, forcément, on va en arriver à la théorie qui le rend le plus célèbre, lorsqu'il reste un peu de place dans les ouvrages d'histoire de la chimie qui, malheureusement, ne peuvent pas décrire intégralement l'ensemble de ce qu'a pu faire comme contribution à la chimie Ampère, va rester cette fameuse loi d'Ampère de 1814 qui est considérée comme une théorie moléculaire qui va permettre donc de faire la distinction entre atomes et molécules. Alors, Ampère utilise les mots particules pour molécules et puis molécules pour atomes, de définir une première fois ce que sont les gaz parfaits, et puis de montrer qu'il y a effectivement un agencement particulier que l'on peut mettre dans l'espace sur ces molécules. Alors, on peut également suivre Pierre Laszlo qui va même plus loin. Pour lui,
cet article d'Ampère est également une phase fondatrice de la fabrication de la stéréochimie, puisque, comme on va le voir, Ampère va pouvoir organiser les molécules dans l'espace. Alors, il y a effectivement une idée très intéressante, assez géniale dans la manière dont Ampère va utiliser les connaissances de son temps pour écrire et élaborer son article. Donc, tout d'abord, effectivement, comme on l'a dit, il va s'intéresser à des gaz. Il va expliquer qu'effectivement, lorsque les particules de ces gaz sont à très grande distance les uns des autres, on peut considérer que les interactions entre ces particules n'existent plus, ce qui est la définition du gaz parfait. Il va relier deux domaines assez remarquables de son époque, c'est-à-dire que d'un côté, il va s'intéresser à deux gaz que sont l'ammoniac et le chlorure d'hydrogène. Ces deux gaz qui, en réagissant, vont former un solide, le chlorure d'ammonium. Alors, on a au-dessus les représentations donc, pour Ampère, donc des molécules qui sont sous des formes géométriques les plus simples jusqu'à des plus élaborées en fonction du nombre d'atomes qu'elles contiennent. Ainsi, pour Ampère, l'hydrogène, l'oxygène s'associant avec eux-mêmes sous des formes simples devraient pouvoir se représenter comme des tétraèdres. Plus on va augmenter la complexité de ces molécules, c'est-à-dire plus il va y avoir d'atomes différents, plus on va arriver à des formes géométriques qui seront plus élaborées. Alors c'est pour ça qu'on peut y voir de la stéréochimie, parce que sur le tétraèdre, je peux imaginer des formules comme O4, qui n'est pas juste, comme H4, qui n'est pas juste, comme P4. Le phosphore, le tétraphosphore, on va pouvoir ici avoir une idée que ce tâtonnement va par la suite s'avérer être juste dans certains cas de figure. Ampère lie deux domaines et deux lois qui sont extrêmement intéressantes de son époque. C'est d'un côté la loi de Gay-Lussac donc sur les gaz, avec NH3 et HCl, et de l'autre côté la cristallochimie donc, élaborée par René Justaoui donc, quelques années plus tôt, un des ouvrages fondateurs se trouvant en 1784, qui permet de décrire les organisations cristallines dans les solides. Et grâce à ça, Ampère arrive à définir quelque chose d'assez remarquable, c'est que pour lui, si effectivement il y a réaction entre NH3 et HCl, lorsqu'on va avoir un solide qui va être formé, il ne se contentera pas d'être simplement une juxtaposition donc de cristaux qui seraient composés de cubes et d'octaèdres. S'il y a véritablement eu une transformation chimique, alors osons dire le mot avec un peu d'avance, puisqu'il n'est pas encore question de lésion chimique à cette époque, eh bien on aura une figure différente. Et c'est ça qu'on voit dans le mémoire d'Ampère, c'est qu'il a cette idée, cette intuition que l'on pourrait imaginer un moyen de définir la liaison chimique. À partir du moment où on a une nouvelle figure géométrique qui apparaît dans le cristal, c'est qu'il y a bien eu transformation et qu'il y a bien eu interaction entre les espèces que sont ici le chlorure d'ammoniac, le chlorure d'hydrogène et l'ammoniac. Voilà, donc des idées extrêmement intéressantes, extrêmement novatrices que va mettre au point Ampère. Encore une fois, si novatrices qu'elles vont être reléguées par des chimistes contemporains d'Ampère, donc notamment Jean-Baptiste Dumas, qui évoque dans son cours au Collège de France les innovations d'Ampère. Alors, on l'a dit, la loi d'Ampère est précédée par la loi d'Avogadro, donc au début des années 1820-1830, la théorie atomique est une théorie qui est extrêmement intéressante et extrêmement prometteuse, donc elle va être relayée dans les cours au Collège de France, notamment de Dumas, avant que celui-ci, effectivement, ne se rende compte qu'il est dans l'incapacité de prouver l'existence de l'atome et qu'il va reléguer cette théorie et en même temps effacer de ses cours les noms d'Avogadro et d'Ampère en critiquant la théorie atomique. Cependant, il continue à montrer qu'Ampère a un certain génie et on peut voir ça ici dans cette description qu'il peut donner de cette molécule d'hydrogène, par exemple, qui est constituée d'une certaine quantité d'électricité positive en son centre, autour de laquelle elle serait entourée d'une espèce d'électricité négative. Alors, ce modèle que l'on trouve encore une fois donc, dans les cartons des archives d'Ampère à l'Académie des sciences est assez saisissant parce qu'on a l'impression de voir, si on regarde ça encore une fois avec les yeux du XXIe siècle, le modèle atomique de l'atome d'hydrogène. Alors bien évidemment, ce n'est pas ce qu'il faut faire, il faut regarder ça dans son époque et en fait, Ampère a créé les deux modèles, c'est-à-dire qu'il imagine que l'oxygène, ce soit une particule avec un centre négatif et autour duquel il y aurait une atmosphère positive, et pour l'hydrogène, il imagine l'inverse. Ce qui est intéressant ici de montrer, c'est que finalement, ce modèle qui a un peu une sorte d'écho au modèle planétaire que va par la suite créer Rutherford, est un modèle finalement purement théorique qui se trouve déjà être dans l'air du temps et être un modèle intuitif qu'avaient les chimistes au XIXe siècle. On peut imaginer effectivement une double nature électrique à une espèce chimique avec un centre et une atmosphère, et encore une fois, on attendra que la technologie, les mesures et les protocoles puissent être élaborés. Il va falloir attendre des années afin que l'on puisse vérifier ces hypothèses.
Ampère crée donc une théorie électrochimique. Alors, même chose, il va la décrire précisément dans une publication qu'il va faire donc, dans le journal de physique en 1821. Et là aussi, il y a des descriptions assez saisissantes des idées d'Ampère. On voit qu'il n'en manque pas. Il explique par exemple ce qu'est une particule d'eau. Pour lui, la particule d'eau est formée donc, d'hydrogène et d'oxygène, avec deux particules d'hydrogène et une particule d'oxygène. Et comme elles doivent rester dans un état électrique qui doit être neutre, pour pouvoir y arriver, il va falloir que la particule d'hydrogène soit à la charge plus 1 et que la particule d'oxygène soit à la charge moins 2. Alors encore une fois, si on regarde ça avec un certain recul qui serait celui de la chimie du siècle d'après, on pourrait avoir l'impression de voir les nombres d'oxydation, on pourrait avoir l'impression de voir les charges que l'on attend sur ces espèces chimiques. Alors encore une fois, on voit bien qu'on ne peut pas le faire, puisqu'on doit considérer cette théorie dans son temps, mais ces idées existent déjà. La neutralité électrique, l'utiliser pour pouvoir anticiper ce que seraient des charges sur des espèces chimiques, ça existe déjà, et encore une fois, on aura besoin d'attendre que la technologie puisse permettre de valider ou d'invalider ces théories. Alors, on voit aussi qu'Ampère est capable de faire un modèle qui est un peu, alors pas contradictoire, mais un peu différent de celui qu'il vient de décrire ici dans cet article. C'est sur cette illustration qui se trouve dans justement la pochette qui contient les feuillets de son cours qu'il donnait en électrochimie au Collège de France. Entre les pôles positifs et négatifs d'une pile, on va avoir ces particules, oxygène et hydrogène, donc O et H, qu'il va charger alternativement, positivement et négativement, pour décrire comment ces particules peuvent être sous influence des pôles de la pile. Alors, c'est une théorie intéressante, c'est une théorie qui va être également reprise un peu plus tard, donc par Michael Faraday en 1829 et qu'on va retrouver dans ses travaux en électrochimie, mais c'est une théorie qui existe déjà. Peut-être que certains s'en souviennent, ou peut-être qu'Ampère l'a lu d'ailleurs, puisque dès le début du siècle, en 1805, Théodore Grotius avait eu cette idée. Donc, il s'inspire, pour lui, des empilements des molécules composées d'oxygène et d'hydrogène sont similaires aux empilements des plaques de cuivre et de zinc dans la pile de Volta. Et donc, il imagine un O et un H comme étant un atome ou une particule de l'un et de l'autre, avec des charges qui vont correspondre à ce qu'on peut observer par rapport au pôle de la pile. Alors, est-ce que Ampère connaissait Grotius? On peut se poser la question, puisque Grotius vient à Paris en 1805, à l'époque où Ampère s'y trouve aussi. Ce qui est sûr, c'est que la connaissance relativement étendue d'Ampère, et il parle dans sa correspondance des annales de chimie en général, lui a sûrement fait connaître ce modèle, et il est intéressant de voir qu'il le relaie. Alors, c'est un modèle qui est très intéressant parce qu'on l'utilise toujours aujourd'hui pour expliquer la conductivité équivalente donc des ions H+, et des ions OH- dans l'eau et montrer qu'elle est supérieure aux autres. On utilise un modèle qui est issu de la théorie de Grotius. Donc, encore une fois, Ampère a ce foisonnement d'idées. Il a un nombre important donc, de théories à son actif qui ne demandaient qu'à être validées par l'expérience. Alors, au final, est-ce qu'on peut considérer Ampère comme étant un chimiste? Alors, on l'a vu, il est reconnu de son temps par un très grand nombre de personnalités relativement connues, voire connues à l'international. On a parlé de Berthollet, on a parlé donc de Thénard, on a parlé de Chevreul, on a parlé d'Humphrey Davy et on a parlé de Jean-Baptiste Dumas. Alors, on l'a dit, en fait, le souci, c'est que les théories d'Ampère arrivent à un moment où la chimie fait plus confiance à l'expérience qu'à la théorie. On est dans ces années où Lavoisier a montré que même s'il ne connaissait pas et ne maîtrisait pas entièrement la chimie, il était en mesure de produire des résultats d'expérience, d'expliquer ces résultats avec la limitation de ses connaissances, et ce modèle fonctionne plutôt bien, et beaucoup de chimistes vont lui emboîter le pas. Un peu plus tard va arriver le positivisme d'Auguste Comte, et donc on va rester sur cette idée qu'on ne doit pas aller plus loin de l'expérience, et du coup on va comprendre pourquoi Jean-Baptiste Dumas va être si sévère avec cet atome qu'il n'arrive pas à voir, qu'il n'arrive pas à détecter, et qu'il va mettre de côté. Donc finalement, les théories d'Avogadro et d'Ampère, bien qu'Avogadro va tenter de poursuivre l'importance de sa théorie et de la faire valider par les chimistes de son époque, vont se retrouver ensevelis en quelque sorte par une querelle bien plus grande et bien plus importante qui est: est-ce que l'atome existe? Y a-t-il véritablement une différence entre atome et molécule? Et qui va donc se déployer pendant tout le début du 19e siècle, jusqu'à arriver au fameux congrès de Karlsruhe où justement il va être encore question de cet atome et de cette molécule, et où Cannizzaro va reprendre la parole et va reciter à nouveau les travaux d'Ampère, d'Avogadro et de Dumas, et affirmer la véritable différence entre atome et molécule. Mais bien évidemment, cette histoire n'est pas terminée, elle va se poursuivre encore jusqu'à la fin du siècle, puisque les chimistes français eux-mêmes ne sont pas convaincus de l'existence des atomes, et on va avoir cette querelle qui va se développer encore par la suite entre les équivalentistes et les atomistes jusqu'à la fin du siècle. Ce
qui veut dire qu'effectivement, on a un chimiste qui a été reconnu de son temps, mais qui, à chaque fois, s'est retrouvé dans l'ombre de personnalités beaucoup plus mises en avant ou en lumière par leurs travaux que lui. Alors, Thénard et Gay-Lussac, par exemple, ce sont les deux grands chimistes, donc les protégés de Berthollet, donc, qui, à l'école polytechnique, sont extrêmement efficaces dans la production d'articles scientifiques et dans des découvertes en chimie. L'acide fluorhydrique leur est accrédité et on sait que du coup, le fluor, dans lequel Ampère a eu une contribution non négligeable, va également lui échapper, puisque ça va être Henri Moissan qui va le découvrir et l'isoler à la fin du siècle. Et Ampère a le génie également parfois de se saborder lui-même, puisqu'il va, dans un article, expliquer que le mot fluor ne lui convient pas, qu'il est trop difficile à prononcer, et il va proposer un nouveau mot qui serait le phtor, un mot que personne n'utilise. On l'a vu ensuite, Dumas et Liebig vont continuer cette controverse sur l'atome et la molécule, et ils vont faire partie de ceux qui vont désavouer finalement la théorie atomique. Donc forcément, Ampère va se retrouver par rapport à ça quelque peu mise en difficulté. Et puis, quand il reste la seule loi qu'on lui reconnaît comme étant sa loi d'importance, la loi d'Avogadro-Ampère porte le nom d'Avogadro, ce qui fait que dans certains ouvrages, seul Avogadro est cité, et Ampère a tendance à disparaître. Alors, Ampère, fut-il un chimiste ou fut-il une figure importante de la chimie? Je pense qu'on peut effectivement conclure et suivre Pierre Laszlo en disant qu'effectivement, si Ampère n'était pas chimiste, il fut sans conteste une figure importante de la chimie. Du coup, quelle position, quelle place on va pouvoir donner à Ampère dans l'enseignement, par exemple, scientifique, puisqu'on vient de le voir, finalement, il n'est pas l'auteur de théories qu'on peut lui attribuer en propre et qui se sont avérées justes, principalement dans les travaux qu'on va pouvoir retrouver en chimie. On pourra quand même faire une place à Ampère relativement importante parce qu'on vient de voir que Ampère a contribué à un nombre de concepts relativement importants, justement en jouant le rôle du chimiste qui a été à la base de différentes, ou qui a nourri, pour être plus juste, différentes controverses sur la notion d'atome, sur la notion de molécule, sur la notion de stéréochimie, sur la notion de gaz parfait, la notion donc, de classification des éléments, sur la découverte des halogènes, sur la théorie électrochimique, sur la combustion et sur l'acidité. Dans tous ces domaines, Ampère s'est invité et a permis d'alimenter la controverse. Et donc, c'est bien pour ça qu'on peut le considérer à ce moment-là, qu'il va pouvoir s'inviter comme ça, donc, parmi les professeurs qui vont vouloir faire de l'histoire des sciences et discuter de ces concepts, un chimiste inattendu. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Eric, pour ta présentation. Moi, je suis surpris parce que la dernière fois, tu nous avais parlé donc de Laplace et de Lavoisier et tu avais réussi à dénicher une proto-théorie de la cinétique des gaz, donc dans un article de 1793, une publication de 1793, où en fait Laplace émettait l'hypothèse que les molécules se déplaçaient et que ce qui était important pour expliquer le phénomène de chaleur, c'était le calorique, c'était le mv carré. Et là, ce que tu nous fais découvrir, c'est chez Ampère, ce que je ne connaissais pas, c'est l'atome d'hydrogène. En fait, bon, alors effectivement, tu as nuancé, il n'a pas postulé l'existence de l'atome d'hydrogène tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais quand on va fouiller justement dans les archives, on découvre des choses tout à fait extraordinaires. Donc ça, c'est toujours le plus et le charme en fait d'aller faire de l'histoire des sciences et d'aller, comme tu l'as fait, chercher dans les archives de l'Académie, donc des documents sources et originaux.